Amis de la logique, bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 8 de ma playlist logique. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait d'épisode justement dans cette série de logique 1, 2, 3 et X. Mais je vais combler cette lacune aujourd'hui, surtout que comme j'ai toujours un petit peu cette crève, voilà, je ne vais pas dans mon lab. Je vais pouvoir faire ça ici bien au chaud dans mon bureau. Alors aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse logique 3 états qui peut des fois paraître un petit peu bizarre, vu qu'on parle de logique binaire, et quel peut bien être ce troisième état mystérieux. C'est une vidéo plutôt pour on va dire les débutants qui ont les notions de base. Alors déjà, quelques rappels sur la logique. Alors, si vous les avez pas vus et que ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr regarder les autres vidéos logiques de cette playlist. Il existe des circuits qu'on appelle logiques, qui ne savent gérer que deux états distincts. Alors souvent on les appelle 0, 1, bas, haut, low, height, enfin on peut les appeler un peu comme on veut. Mais voilà, on appelle ça de la logique binaire, dans la mesure où voilà, il ne peut y avoir que deux états significatifs. Contrairement à l'analogique où un signal, voilà, il peut être 0, 1, 2, 3, 4, autant de volts qu'on veut. Alors, selon les technologies employées, chaque niveau va correspondre à un intervalle de tension. On peut dire par exemple de 0 à 2 volts, par exemple c'est un 0, de 3 volts à 5 volts c'est un 1, et entre les deux, il y a toujours une zone un petit peu floue, qui n'est pas très claire, on va dire, qui est ni 1 ni 0, parce que on ne sait pas trop définir la limite. Et alors bien sûr, l'idée c'est que on s'arrange pour qu'on n'y soit jamais dans cette zone-là, sachant qu'on y passe forcément, qu'on passe de 0 à 1, mais on y passe très vite. Alors, ça permet ce qu'on appelle, j'en ai déjà parlé, la fameuse immunité au bruit. Il existe des tas de circuits plus ou moins complexes qui vous permettent de faire des fonctions logiques, je vous en ai déjà parlé, et c'est des circuits qui possèdent tous une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Normalement, les sorties, on les connecte jamais ensemble, sauf si éventuellement on est sûr à 100% qu'elles auront toujours le même niveau. Sinon, il y a un conflit qui peut, comme on va le voir, être destructeur. Mais en même temps, d'un point de vue purement logique, ça n'a pas vraiment de sens de faire ça, parce qu'on se dit, voilà, si j'ai une sortie à 0, une sortie à 1, c'est quoi quel est censé être l'état résultant. Donc en fait, il arrive qu'on le fasse, je vous ai déjà montré ça, mais quand on le fait, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est purement, analogique quelque part, c'est pour augmenter le courant de sortie. On fait ça souvent avec des porte-MOS. Tous les circuits ne s'y prêtent pas forcément, mais voilà, avec des circuits de la série 4000 par exemple, je le fais assez souvent, ça permet d'augmenter le courant de sortie, mais voilà, ça n'a pas d'intérêt. Si on avait un circuit comme je vous montre ici, là on voit qu'il y a un conflit, cette sortie-là est à 1, celle-là est à 0, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, qu'est-ce qui se passe en pratique? Dans tous les circuits logiques, on peut quelque part schématiser la sortie comme deux interrupteurs qui relient soit la sortie à la masse, soit à l'alimentation positive par exemple. Alors bien sûr, ces deux interrupteurs, ils sont jamais fermés en même temps. Donc quand c'est celui du bas, c'est la sortie à 0, quand c'est celui du haut, c'est par exemple à plus 5 volts. Mais on comprend bien que si je relie la sortie à 1 à 0, on voit que ça fait un court-circuit, vu que ça va passer par cet interrupteur-là, et ressortir ici par la masse. Donc ça fait un court-circuit qui va éventuellement endommager le circuit. Enfin voilà, ça peut faire que des bêtises, et ça peut flinguer des circuits de faire ça. Ils sont pas forcément protégés contre ça. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est quoi l'intérêt? À la limite, pourquoi on va vouloir relier des sorties comme ça? On va voir qu'il y a plusieurs raisons, mais il y en a deux principales qui souvent d'ailleurs sont utilisées en même temps. Ça va simplifier énormément la connexion, c'est-à-dire qu'on va voir qu'on va pouvoir utiliser les mêmes connexions pour faire plusieurs fonctions, ce qui va énormément limiter le nombre de traces, de pistes, de fils, quelque part, donc côté hardware. Et ça va permettre aussi éventuellement de faire sur la même connexion des échanges, soit bidirectionnels ou même multidirectionnels, comme on va le voir. Donc je vais vous donner des exemples de ça. Mais on comprend bien que pouvoir mettre deux sorties ensemble comme ça n'a de sens que si à un moment donné, il y a quand même un arbitrage, quelque chose qui dit, ok, j'ai 5 sorties sur la même connexion, laquelle il faut prendre en compte. Alors, on pourrait imaginer, pour bien comprendre ça, dans mon exemple, là, mettre par exemple en série avec chaque sortie, un relais, par exemple, voilà, avec un deuxième contact, et selon le relais activé, je dis, voilà, je sélectionne cette sortie-là, ou je sélectionne celle-là. Ça serait tout à fait faisable de faire ça. D'ailleurs, on pourrait même le faire avec des portes logiques. On pourrait très bien mettre un système de portes,
entre deux sorties qui permettent de choisir la sortie que l'on veut. Ça s'appelle un multiplexeur. Enfin, ici, si on doit rajouter des circuits, ça n'a pas réellement d'intérêt. Mais on a vu qu'on pouvait faire beaucoup plus simple, dans la mesure où, si on considère que les sorties comme ça peuvent être schématisées par deux interrupteurs, bah là j'ai une sortie à 0, là j'ai une sortie à 1. On voit que si j'ouvre les deux interrupteurs, bah la sortie, elle est plus connectée à rien du tout. Et donc, elle est dans un nouvel état déconnecté. Et ben c'est ça qu'on va appeler ce fameux troisième état, quand on dit de la logique à trois états. C'est cet état qui est, en gros, déconnecté. C'est-à-dire, une sortie, elle peut être à 1, elle peut être à 0, ou elle peut être déconnectée. Et souvent, même si des fois c'est noté autrement, on note cet état Z. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, bien sûr, ça veut dire que il y a quelque part un moyen, une commande, une logique quelque part, qui permet de dire quand est-ce que la sortie est à cet état Z ou pas. Alors, un des circuits les plus simples, qui est un circuit de légende très célèbre, dans la série TTL, le 74 LS125-126, on voit qu'à la base, c'est des buffers, donc ils ne sont même pas inverseurs. Les amplificateurs, quelque part, on utilise des buffers qu'on veut pouvoir brancher plus de portes que peut en supporter une sortie. Mais on voit qu'en plus d'avoir ce côté buffer, ils ont cette ligne en plus, la E, qui est E, c'est ça qu'on appelle, c'est l'entrée qui s'appelle enable, qui veut dire autorisé quelque part. Les commandes 3 états s'appellent souvent E, comme ça. Et c'est ce qui va permettre ou pas de choisir la sortie. Et on voit ici l'étape de vérité. On voit très bien que si enable n'est pas actif ici, donc est à niveau bas, la sortie suit l'entrée. Voilà. Par contre, si enable est au niveau haut, c'est-à-dire en gros il est actif, quelle que soit l'entrée, la sortie ici est déconnectée. Et le 126, c'est le même, à part que le niveau de commande de l'enable est inversé, d'ailleurs ce qu'on peut voir ici par ce petit symbole en rond. Et il existe, comme on va le voir, plein de circuits donc, qui sont potentiellement comme ça, avec des sorties à 3 états. Alors, voici quelques points principaux qu'on peut retenir sur la logique à 3 états. Il est évident qu'il faut veiller à ce que sur toutes les sorties qui sont connectées ensemble, il n'y en ait qu'une qui soit active à un instant T. Sinon, on retombe dans ce conflit de court-circuit. Donc ça, fait partie, je veux dire, dans le design, il faut bien sûr s'assurer que ça. Ça ne concerne la logique 3 états que les sorties, les entrées, je veux dire, elles comptent pas. On peut brancher ensemble toutes les entrées qu'on veut, c'est pas un problème. Ça n'empêche pas que dans certains systèmes, on peut dire à un moment donné qu'on ignore une entrée, mais l'ignorer, ça veut dire qu'on la prend pas en compte. Je veux dire, d'un point de vue purement électrique, elle reste toujours connectée. On peut bien sûr connecter plus d'une entrée sur des sorties 3 états. On peut en mettre autant qu'on veut. Encore une fois, ça concerne vraiment que la partie sortie. Sur certains circuits, la même broche peut parfois être en entrée, parfois être en sortie. On va le voir, même quelque chose d'assez fréquent. Si toutes les sorties qu'on connecte ensemble sont à l'état Z, à ce moment-là, elles sont toutes déconnectées. Donc la tension sur cette connexion, à ce moment-là, c'est comme si elle était branchée sur rien. Donc elle est a priori indéterminée, ce qui est a priori pas gênant. Alors il arrive des fois que pour différentes raisons, on mette des pull-down ou des pull-up, c'est pas du tout forcément utile. Alors attention, les sorties en mode tristette, c'est quand même une charge. C'est-à-dire qu'une sortie qui est déconnectée, elle est quand même présente d'un point de vue purement électrique. Et même si elle est en état dit haute impédance, elle présente une charge, à minima une charge capacitive. Donc on peut pas y dire qu'on peut mettre comme ça 1000 sorties tristettes ensemble et dire qu'à un moment donné, il n'y en a qu'une qui est active. Parce que ça finira par avoir un impact, et donc faut regarder les datasheets et tout ça. De la même manière, comme je vous ai déjà parlé des temps de propagation, une sortie ne passe pas de l'état haute impédance à 1 ou à 0 de façon absolument instantanée. Donc il y a aussi des temps de propagation, de la même façon qu'une sortie passe pas de 0 à 1 de façon instantanée, ça peut mettre quelques nanosecondes. C'est exactement pareil pour passer de l'état haute impédance vers 0 ou haute impédance vers 1. Donc ça, c'est bien sûr mis dans les datasheets. Alors attention, faut pas confondre ça avec les fonctions ou câblées. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de regarder cette vidéo, la logique 5, qui permet aussi de connecter des sorties ensemble, mais c'est un petit peu différent. C'est que ça fait une fonction logique. C'est pas du tout le même principe que les 3 états ici. Alors justement, revenons sur les cas d'utilisation. Un des cas,
bah, c'est justement de simplifier les connexions. Imaginons ici que j'ai 4 compteurs, donc des compteurs sur 4 bits, et que j'affiche donc un chiffre par exemple de 0 à 9 dessus, avec un décodeur et un afficheur 7 segments. Et je veux choisir quel est le compteur que j'affiche sur mon afficheur. Alors, je pourrais faire ici un gros commutateur 4 positions, 4 circuits, ça va faire beaucoup de filasse. Surtout si derrière je passe à plus de compteurs, ou là je suis sur 4 bits, mais imaginez que je suis sur 8 bits ou plus, c'est pas très compliqué. Je peux ici mettre en effet un circuit logique qui permet de sélectionner. Comme j'ai dit, le fait de faire ça, ça s'appelle un multiplexeur. Enfin, ça va rajouter beaucoup de circuits, de consommation et tout. Alors qu'avec des compteurs à sortie 3 états, c'est beaucoup plus simple. Je vais relier toutes les sorties ensemble. Donc je vais faire en fait ce qu'on appelle un bus. C'est-à-dire que je vais faire, voilà, tout le monde est connecté en parallèle. Et je vais juste piloter, à un moment donné, par exemple ici avec ce commutateur, lequel de ces compteurs a ses sorties actives. Donc si c'est le 1, c'est lui qui affichera ses données, puis les autres, ils sont pas actifs. Et voilà, je peux sélectionner le 2, le 3. Donc là, on voit que ça va quand même permettre de façon très simple de simplifier. Et puis là, en même temps, on voit que c'est sur 4 fils, mais imaginons que je sois sur, je sais pas, 10 chiffres. 10 chiffres, si c'est 4 par chiffre, ça fait 40 lignes. On imagine que c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire derrière un démultiplexeur ou un super commutateur. Donc ça, c'est vraiment l'idée justement d'avoir ces bus et de connecter tout le monde ensemble dessus, en sachant que c'est pareil, il y a forcément quelque part une logique qui dit qui cause, qui a raison. Un autre intérêt, comme j'ai dit, c'est aussi de faire de l'échange bidirectionnel. On voit qu'avec ce système-là, là je peux avoir une ligne, et que selon ici le sens, soit si celui-là n'est pas en état haute impédance, la sortie logique va aller ici et ressortir ici sur le receveur B, et on voit que cette sortie-là est désactivée, alors que si je change le sens, ça va faire dans l'autre sens. Donc là, on se dit, c'est pas tellement intéressant, parce que je veux dire, j'ai 2 connexions pour faire dans 2 sens. Oui, mais c'est parce que j'ai pris un exemple simple. Imaginons que je suis sur 8 bits, là, ça veut dire que je peux faire du bidirectionnel avec 9 fils, le sens et les 8 bits qui sont dans un sens ou dans un autre. Alors que si j'avais fait des choses différentes, il me faudrait 16. Et ainsi de suite. Puis en même temps, comme je le dis en bas ici, rien n'empêche ici de brancher plusieurs systèmes ensemble. On peut voir ça un petit peu, c'est ce qu'on appelle de la communication half duplex, dans la mesure où il y a tous ceux qui écoutent et à un moment donné, il n'y en a qu'un qui parle. On se retrouve dans le même système, par exemple, que la CB. Sur la CB, on peut être autant qu'on veut sur la même fréquence, mais si on veut pas que ce soit le bordel, il faut qu'il y en ait un seul qui parle à la fois. Donc il y en a un qui prend la parole, il parle, les autres écoutent. Quand il a fini de parler, selon un protocole, il y en a un autre qui va émettre, et ainsi de suite. Mais on peut pas parler et écouter en même temps. C'est le prix à payer du half duplex. Enfin voilà typiquement ce qu'on va faire. Alors ce système-là est hyper utilisé dans tout ce qui va être microprocesseur. Je vous ai mis ici un schéma dans sans doute les systèmes les plus simples qu'on peut faire avec un microprocesseur 780, où on retrouve ici le microprocesseur, ici la mémoire morte qui contient le programme, ici la mémoire RAM statique qui contient les données. Et ici, justement, on voit que ces circuits-là et le microprocesseur qui vont, bien sûr, faire toute la logique de commande. Donc là, on voit bien que le microprocesseur, il a ce qu'on appelle un bus d'adresse, ici, donc qui est un bus qui est à 3 états, même si ici, le côté 3 états n'est pas utilisé, et qui, lui, n'est que des sorties, donc que dans un sens, et sur lequel sont connectés plusieurs systèmes. Et donc, c'est le microprocesseur qui, grâce à son jeu d'instructions, un système d'orchestration défini qui, à un moment donné, est concerné par les données. En fait, le bus d'adresse, justement, comme son nom l'indique, il adresse, c'est lui qui va dire à qui, à un moment donné, le microprocesseur veut s'adresser. Et on a ici un autre bus qui, lui, justement, est bidirectionnel, qui est ici le bus de ce qu'on appelle le données, qui est ici D0 à D7, donc qui est sur 8 bits. Et on voit que tout le monde est allègrement connecté sur ce bus. Et ce bus, il est bidirectionnel. C'est-à-dire que quand le microprocesseur veut écrire vers la mémoire ou la sortie, à ce moment-là, lui, ici, il sera actif, et les autres, là, seront en logique 3 états.
donc en mode entrée. Donc c'est comme ça, par exemple, qu'il peut aller écrire dans la mémoire RAM, par exemple. Mais quand il est en lecture, bah, lui, pour le coup, il devient en entrée simplement. Donc les sorties se mettent en haute impédance. Et par exemple, quand la mémoire ici est sélectionnée, là, pour le coup, les sorties là, des 0, des 7 deviennent actives. Et on voit que ça va permettre donc, de transférer les données de la mémoire vers le microprocesseur. Donc dans tous ces systèmes tristet, on voit qu'on a généralement un bus et un certain nombre donc, de signaux de contrôle qui permettent de faire la loi quelque part et de décider justement qui écrit. Bon, je ferai peut-être un jour une autre vidéo hein, pour parler ici de ces histoires, là il y a du décodage d'adresse et tout. Mais voilà, alors pour info, hein, juste ici ce bus là, à la limite, tel qu'il est utilisé là, il n'aurait pas besoin d'être assorti tristet, hein, à 3 étapes. Pourquoi? Parce que là le bus à la limite d'adresse il est toujours actif. Mais le microprocesseur pour le Z80, pour info, il peut permettre éventuellement que ce bus d'adresse soit partagé entre plusieurs microprocesseurs ou pour faire ce qu'on appelle du DMA, par exemple, des périphériques. Et ce qui lui permet de choisir son état, c'est ici le bus request et le bus acknowledge, là, qui permettent justement de le mettre comme ça. Enfin voilà, il laisse sur ce bus d'adresse, lui, il n'y a pas de raison, je veux dire, dans la configuration qui est là, d'être en logique 3 étapes. Enfin voilà, ça montre un petit peu vraiment l'énorme intérêt qu'il y a à avoir ces structures de bus, et donc cette logique 3 états, à laquelle ces bus ne pourraient pas fonctionner en mode au moins bidirectionnel. Il y a plein de circuits qui sont comme ça en 3 états. Là, je vous ai mis par exemple quelques circuits de type TTL qui sont en même temps avec des sorties à 3 états. Alors là, je vous en ai mis deux de légende, le LS244 et le 245, qui existent aussi en technologie MOS, en AC, HC, et ainsi de suite. Des circuits qu'on pouvait trouver dans pléthore de micro-ordinateurs et de choses comme ça, qui sont justement des buffers, hein, dans la mesure où, comme j'ai dit, c'est des sorties, à un moment donné, on peut pas, la bus d'adresse, par exemple, de 780, il peut pas commander trop de sorties. À un bout d'un moment, ça va épuiser sa capacité en courant, donc de temps en temps, on est obligé de mettre des buffers, justement, qui permettent de réamplifier le courant pour pouvoir en commander plus. Mais comme c'est un bus, si on veut mettre par exemple un buffer sur le bus de données, bah, on voit qu'il faut déjà être de la logique 3 états et en même temps bidirectionnel. Et on retrouve ça ici. Vous pouvez voir que on voit ici l'entrée 2G et 1G, et c'est elle qui décide si les sorties sont en 3 états ou pas. Sur le 245, on a ce E qui décide si on est 3 états ou pas, et ce DIR qui lui par contre va spécifier dans quel sens vont les données. Est-ce que ça va dans un sens ou dans l'autre. Et donc, grâce à cette logique, le mélange de E et de DIR, bon, en fait, sélectionne de ces buffers qui sont montés tête bêche, lequel est en 3 états ou pas. Mais bien sûr, tous les périphériques qu'on trouve sur les microprocesseurs, par exemple, souvent, ils sont en 3 états. On trouve ici la mythique M2716, hein, donc, qui est une mémoire reprogrammable. Et on voit que tout le bus de données ici, hein, qui s'appelle Q0 à Q7, est un bus 3 états. Et qu'est-ce qui commande ou pas le fait qu'il soit en 3 états ou pas? Eh ben, c'est ici le G, par exemple, qui permet de choisir si les sorties sont actives ou pas. On retrouve ça aussi, là, par exemple, pour la RAM. La RAM, hein, sur ce genre de circuit, on a le OE, Output Enable, qui, justement, décide, c'est cette broche-là qui va décider si la sortie est active ou pas. On a ici le CE, hein, c'est Chip Enable, ça c'est pour dire si la mémoire est active ou pas, hein, sinon elle se met en mode, on va dire, basse consommation. Alors on voit que des fois, comme on peut voir ici, il y a plusieurs CE, bon, ça c'est en gros, ça permet de simplifier des fois ce qu'on appelle le décodage d'adresse. Et alors comme c'est une mémoire RAM, c'est-à-dire à lecture-écriture, on voit aussi le signal Write Enable. Mais il est évident que quand j'actionne Write Enable, généralement, je ne vais pas actionner Output Enable, parce que quand je fais un write, ça veut dire que le bus, ici, il y a déjà un autre système qui s'est mis en sortie, et donc qui présente à l'entrée de la mémoire les données qu'il faut écrire dedans. Par contre, quand je veux la relire, à ce moment-là, justement, je mettrai Output Enable, et là, les sorties sortiront du mode tristet pour sortir ici les données.
On a un autre ici, circuit de légende, que j'ai énormément utilisé, le 8255, qui est un PIO, c'est-à-dire en gros un circuit qui va permettre, avec différents modes, d'aller faire, de piloter des entrées-sorties, piloter des afficheurs, des relais, des claviers, tout ce qu'on veut. Mais là encore, comme ce circuit permet de lire ou d'écrire, d'ailleurs on voit ici ce read et ce write, les données du bus, hein, qui c'est ici D0 à D7, elles sont forcément aussi triset. Elles sont à la fois des entrées, et donc quand j'écris ici ce write, elles sont en mode entrée, et le 8255 va lire les données. Quand par contre je veux lire des données à l'intérieur, je vais mettre ici read, et à ce moment-là, hop, les sorties tristet vont s'activer et me permettront de lire des registres internes des systèmes. Alors, les microcontrôleurs, oui, ceux qui connaissent de l'Arduino, les Arduino, comme la majorité des microcontrôleurs, sont aussi potentiellement 3 états, dans la mesure où on voit que sur un Arduino, les pins d'entrée-sortie peuvent, dans la majorité, être configurés en entrée ou en sortie. Et donc, en sortie ou à 0, 1. Donc, il n'y a rien qu'interdit de le changer en cours de route. C'est pas quelque chose qu'on doit définir à un moment et pas changer. Alors, attention, ça veut aussi dire que il faut derrière que la façon dont c'est connecté soit compatible. Mais il n'y a rien qu'interdit, par exemple, de brancher plusieurs Arduino ensemble, par exemple, plusieurs sorties ensemble, et justement d'avoir quelque part une logique qui dit qui est maître dessus. Donc là, par exemple, avec ces instructions-là, je mets la pin 8 en sortie, et derrière, je dis qu'elle est à 1 ou à 0. Mais à tout moment, je peux la repasser en entrée et lire sa valeur. C'est-à-dire que voilà, donc il n'y a rien qu'interdit, d'ailleurs je l'ai souvent fait avec des microcontrôleurs, de faire justement, un peu comme la mémoire dont je viens de vous parler, ou le PIO, de faire que sur des lignes de bus, on puisse être à la fois entrée et sortie. Donc voilà pour ce 8e épisode de ma série logique, j'espère que ça vous aura intéressé. D'ailleurs, j'ai prévu dans ma playlist composants de légende, c'est genre de faire un petit peu justement un épisode sur toutes ces mémoires, je veux dire de légende, hein, les 2114, 4116 et autres RAM statiques et dynamiques, parce que je pense que ça peut être éventuellement intéressant. Parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de gens là, qui continuent à s'intéresser aux vieux PC, là, les PET, Apple II et autres ordinosaures, comme des fois on les appelle. Et je pense que ça sera intéressant de voir. Et je pense aussi que ça sera intéressant, même si c'est plutôt dans un but, didactique et historique, de parler justement aussi un petit peu de ces systèmes à microprocesseurs, de à quoi servent ces systèmes de décodage d'adresses et tout ça. Donc voilà, comme d'habitude, sur Syrup, c'est pas les sujets qui manquent. Tiens, Caroline, qu'est-ce que tu fais? Du spiritisme? C'est super. Et on va faire un essai, tiens. On va essayer d'invoquer l'esprit de contradiction. Alors, attention, on se concentre. Esprit de contradiction, es-tu là? Non. Bon, tout est dit. Que le grand Enable vous mette dans tous vos états. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.